Bonjour. Du coup, on reste dans le thème. Que reste-t-il de la certification? Avec le service oncologie, nous nous sommes intéressés plus spécifiquement aux directives anticipées. On reste toujours dans le thème. En effet, la façon dont s'est passée la certification dans ce service nous a fait émerger de nombreuses questions. Il faut dire qu'on était tous présents, l'aide-soignante, la secrétaire, les médecins, l'assistante sociale, la diète, les kinés, tout le monde était là. Et pour vous montrer pourquoi ça a fait émerger des questions, on a fait une petite scénette qui retrace fidèlement ce qui s'est passé lors de la visite. Et attention, ce sont des acteurs professionnels. Bien, poursuivons, si vous voulez bien, l'étude possible. Je souhaiterais qu'on en vienne à la question des directives anticipées. Alors, on va vérifier deux points. D'abord, à savoir si la patiente a été informée de son droit à rédiger des directives anticipées. Et puis, si la patiente les a rédigées, ça c'est pour nous aussi. Alors, on va regarder, la case n'a pas été cochée, cela signifie donc que la patiente n'a pas été informée à rédiger ses directives anticipées. Peut-être que vous avez une explication. Alors moi je vais parler au nom de mon collègue. Et en fait, mon collègue n'a pas pu venir lors des expressions de la question. C'est le collègue qui a été rencontré. Ça me paraît toujours délicat et difficile d'aborder les directives anticipées au moment de cette première annonce de cancer. Parce que là, en l'occurrence, c'était la première fois qu'on a rencontré pour lui annoncer les cancers. Et c'est les directives anticipées, on les aborde toujours un peu plus tard. On n'arrive pas du tout le bon moment pour aborder ce type de questions, ce type de point clair, sachant qu'une consultation d'annonce, ça dure toujours assez longtemps. Et que après, l'informer de droit, alors qu'il y a déjà alors qu'on a toujours beaucoup des traitements avant, c'est aussi la raison pour laquelle on n'a pas coché la case. Mais c'est toujours abordé derrière, avec le relais des équipes qui sont là présentes, on le fait toujours. J'entends, mais je vous rappelle quand même qu'il y a un collégal sur une préoccupation, quel que soit son âge, le motif de son hospitalisation, doit être informé de son droit à rédiger les directives anticipées et doit être tracé dans son métier. Nous avons emprunté le titre du coup de notre intervention à un document de travail de l'EREM qui date de 2019, les directives anticipées, opportunités ou injonctions. Deuxième petite scénette, je laisse la consultation d'annonce. Vous avez entendu quelque chose ou pas? Il n'était pas à 100%. Bonjour, Marcel. Sur leur site. Là aussi. Il n'y a pas un son sur le vidéoprojecteur qu'on peut demander? Je ne sais pas si c'est ça. Non, la différence.
Sur les contenus, Attends. Suspense. Je vais faire l'essai. Celui-là, il la consultation, ça dure combien de temps là avec le docteur? 47 secondes. Donc la dame, elle a 47 secondes pour poser toutes les questions vis-à-vis de relatives à la somme d'informations qu'elle vient de recevoir. Je laisse savoir. c'est la consultation. Bien. Ça, dans les faits, C'est un peu scandalisé. Hein. J'ai un petit peu travaillé sur la médecine narrative et c'est Sharon qui disait que, en fait, dans une consultation médicale, le patient, il a environ, il a moins d'une minute pour poser une question, avant que le docteur reprenne la parole pour lui asséner tout ce qu'il a à lui dire. Je pense qu'on est au maximum de choses, on ne pourra pas avoir. On a saisi l'idée quand même, non? Oui, on l'a refait. Vous voulez qu'on réessaye avec... Après, sinon, peut-être redire juste oralement ce qui est prévu. Parce que l'oncologue précise en fait au tout départ que ça fait 1 heure qu'ils sont. D'accord. Voilà. En fait, là, on est au terme de l'entretien. On est à la fin de la consultation. D'accord. 1 heure avec le docteur. Oui, c'est une consultation d'annonce, par exemple. Non, c'est celle d'après. Il y en a une après. Ouais, ok. C'est la patiente qui part de la consultation, qui suit sa consultation et le docteur tout seul. Ah, je n'ai pas parlé des directives anticipées. Non, mais quand même, j'ai pas mal d'informations et des trucs confus dans ce fait. Et vu que je viens de la parler d'un traitement, je ne sais pas d'abord. Je vais voir plus tard avec l'équipe. Vous avez entendu? Qui s'est dit que c'était pas le bon moment. Qu'il a oublié quand même. Non, qu'il a oublié, mais il se dit c'est pas grave, j'ai donné plein d'infos et puis elle verra les équipes plus tard. Du coup, suite à la visite de la certification, devions-nous informer Madame C dès l'annonce de la maladie de son droit à rédiger les directives anticipées? On aurait répondu aux attentes de l'HAS, certes, mais est-ce que c'était le bon moment pour la patiente? N'y avait-il pas un risque que cette information fasse effraction pour Madame C à ce moment-là et que cette information fasse émerger des angoisses de mort? On va citer. Le bon moment est-il le même pour tous les patients? Autre question. Quand est-il le plus disponible, le patient, physiquement, psychiquement, émotionnellement, pour recevoir ces informations relatives aux directives anticipées? Le moment, est-ce qu'il peut être planifié? Parfois, des discussions s'amorcent à ce sujet de façon imprévue dans le service ou à partir de la plainte du patient ou d'une question qu'il peut poser à l'équipe. Et il n'existe pas un risque, on se posait comme question tout à l'heure, de dériver vers une information systématique des patients dès l'annonce. C'est la suite d'une petite vidéo. On va suivre l'histoire de Madame C avec un infirmier. Vas-y, je te laisse passer. Tu peux regarder la main. Tu peux regarder la main. Donc, du coup, je me présente avec vous là. C'est la fin qu'on vous venez chez nous. Et la semaine prochaine, un petit peu. Donc, là, la semaine prochaine, on va commencer le traitement. Vous avez vu l'oncologue sur une dizaine de jours, si je ne me trompe pas, dans la profession d'annonce, comme la suite. Là, pour commencer le traitement, commencer le traitement. Donc, je voulais vous faire un petit peu avec vous. Je pense que l'oncologue, vous avez parlé pas mal de choses. La personne de confiance, notamment. Enfin, voilà, il a été vous observer et tout. Et là, vous avez le recul, vous donnez un moyen de bien plus anticiper.
j'ai fait entendre un petit peu soir, là. Mon collègue m'a vaguement parlé lors de la première consultation des directives anticipées, mais ça reste très flou pour moi. J'ai une vague idée de ce que c'est encore. Ça a l'air d'être quelque chose de quand même très sérieux et mon collègue m'a annoncé que j'avais un cancer il y a 10 jours. Ça fait beaucoup d'un coup. On m'a parlé du traitement qui est très efficace. Ça allait dans le très long terme, mais là, les directives anticipées, j'ai vraiment l'impression qu'on me demande d'écrire ma fin de vie alors que c'est très brutal. J'ai commencé mon traitement, je vais commencer mon traitement, mais je trouve ça très brutal. Donc là, ça fait beaucoup, j'ai du mal à encaisser ça et pour moi, c'est pas le moment. D'accord. On va faire un petit peu dans ce qu'on a dit plus tard. Ouais. Qui ont en solitude. Le fait que je voulais voir tout à l'heure, madame, et comme ça, on fait un peu pour le traitement pour débuter. D'accord? Exactement anticipé, je trouve que c'est le premier jour. On ne sait pas comment on fait ça. Tiens, madame. Après ça, c'est un billet maintenant. Je ne bouge pas, je ne pas ça. Je te laisse. Ça marche. Bon, du coup, comme vous avez pu le voir, hein, sujet délicat avec une temporalité délicate. Pour le coup, à travers ces scénettes, on a voulu montrer notamment deux thématiques. L'une d'elles qui est donc celle en effet de la temporalité. Là, la patiente est comme sous le coup d'une annonce. Donc, elle vient déjà d'avoir l'annonce de la maladie précédemment par l'oncologue, l'annonce du traitement qui va être initié. Là, c'est une première rencontre en hôpital de semaine, c'est-à-dire que la patiente va soit avoir sa position implantable et initier son traitement, soit d'emblée commencer le traitement. Donc, une nouvelle fois, une seconde annonce, encore une fois, qui est celle-là de la mise en place vraiment de ce qui va être réalisé. Une annonce, on le sait, c'est quand même l'équivalent un peu d'un séisme au niveau psychique. Ça ébranle toutes les fondations au niveau psychique et individuel, sociétal et familial. Donc, est-ce que les directives anticipées doivent faire l'objet à leur tour d'une troisième annonce qui s'ajoute à cela, sachant que c'est une annonce qui, en plus de ça, va devoir faire cohabiter en effet l'idée du curatif où la patiente est dans l'idée de s'en sortir, en tout cas de commencer une lutte acharnée, et en même temps l'idée que possiblement cette lutte va échouer. C'est une ambivalence qui est saine, parce qu'en effet, quand on commence un traitement en oncologie, on ne sait pas s'il va marcher. Ça, on est toujours honnête avec le patient là-dessus. Néanmoins, dans l'espace psychique où se trouve le patient sur la ligne d'annonce, est-ce que ce n'est pas délicat de faire naître une ambivalence à ce moment-là? Ça, c'est quelque chose qui, pour nous en tout cas, comme vous avez pu le voir avec mon jeu d'acteur, qui nous semble délicat. Ça, c'était pour le coup pour la première thématique que nous avons voulu montrer. Et la deuxième thématique, que je vais retrouver un peu dans mes notes. Bon, et la deuxième thématique, on passe à autre chose, qui pour le coup est beaucoup moins présente dans cette scénette pour moi, mais qui a déjà été abordée précédemment, qui est la cristallisation de la volonté. En effet, on a tous un peu cet adage en tête, les paroles volent, les écrits restent. Depuis l'avenant à la loi Claes-Leonetti de 2016, les directives anticipées sont maintenant intemporelles et impérissables. Elles n'ont plus de date de validité. De ce fait, souvent les patients sont quand même dans cette crainte-là que lorsqu'ils vont coucher sur papier, un peu contractualiser finalement leur fin de vie, et bien en effet de ne pas pouvoir revenir en arrière. L'idée un peu finalement en effet de concrétiser ce qu'ils déjà ils ne peuvent pas accepter. Donc c'est vraiment ces deux thématiques-là qui pour nous en tout cas nous posent un peu de problème au niveau soignant et au niveau soignant au sens très large, dans ces espaces-là de temps auprès de nos patients. Voilà. Bon. On va passer à une autre petite vidéo avec recueil de nuit de Madame C, service d'oncologie. 2 heures du matin,
salle de soins d'oncologie. Oncologie, bonjour. Bonjour, l'oncologie, c'est médecin des urgences. Je vous appelle parce que je viens d'apprendre que vous avez un billet libre. Oui, en effet. J'ai reçu un de vos patientes, Madame C, qui subit en oncologie. Elle est admise aux urgences depuis plus de 12 heures maintenant, puis la opération de grade général, test de la vigilance. La patiente est hospitalisée en oncologie. Ok, ben, ça tombe bien, on a une place. Quand vous pouvez, c'est bon pour nous. D'accord, je vais voir avec l'équipe qui va remonter le plus rapidement possible. Au revoir. Au revoir. Alors, on va recevoir une place. On va ici. Je vois que bien. Il n'y a pas de différence. Merci, attention générale, désolé à distance. Je vais voir avec mes collègues demain matin. Ça sera, je pense, beaucoup plus simple. Avec les collègues. Ça ne va pas tarder à arriver. Bonjour, alors moi je suis Karine, je suis infirmière de nuit en oncologie. Donc j'ai la dure tâche d'avoir les patients dans leurs angoisses de nuit. C'est-à-dire que souvent c'est là que toutes les questions affluent. Donc il faut pouvoir y répondre. Et puis on n'a pas toujours l'information antérieure qui m'ont été fournies. Donc ici sur la scène, ça montre bien. Donc c'est une patiente qui arrive aux urgences, qui a passé des heures aux urgences, qui est épuisée, qui a une altération d'état général. Donc on n'est plus dans je viens en hôpital 2 semaines, je vais me soigner. Là, on est sur le doute en disant mon état se dégrade, qu'est-ce que je vais devenir? Donc ils arrivent, ils ont droit au petit questionnaire habituel de jour, mais ils ont en plus la fatigue, puisqu'il est 2 heures du matin, des heures d'attente, l'angoisse majorée. Et donc la question, c'est aborder un sujet aussi critique. Ça demande du temps. Est-ce que c'est le bon moment? Donc c'est comment parvenir à être disponible suffisamment longtemps. Parce qu'en nuit, en oncologie, on est une infirmière, une aide-soignante. Ça veut dire qu'il faut qu'on reste disponible pour les autres. Donc, un risque que notre tâche soit interrompue. Donc, on est confronté à des difficultés très concrètes liées au manque de temps, à être consacré aux patients à certains moments, aussi bien dans la journée de la nuit ou de la semaine. Et les moments durant lesquels nous pouvons nous rendre disponibles, ce n'est pas forcément les bons moments pour nos patients au niveau psychique ou physique. Et puis, la dernière question, c'est le bon moment pour l'informer le patient. Est-ce vraiment le même aussi quand il est hospitalisé en ambulatoire, en hôpital 2 semaines, en conventionnel, ou alors même en consultation? Merci. Une petite vidéo avec Madame C qui sera en secrétariat avec le formulaire de voilà. J'ai voir, j'ai vu l'information concernant les électricités. J'ai un petit peu mieux compris, mais c'est encore un peu flou. J'ai du mal à comprendre connaître vraiment les anticipées. Et voilà, je suis au début de mon traitement, au niveau cancer, et j'ai l'impression qu'on me demande déjà de faire des traitements. Non, madame, on ne vous demande pas de rédiger les traitements. On
comprendre que ce soit très dur à rédiger. Si vous voulez, je peux vous réorienter vers l'infirmier qui va tout vous réexpliquer. Oui. Bonjour. Nous accueillons très souvent au secrétariat d'oncologie des patients embarrassés pour rédiger leurs directives anticipées. Ils arrivent souvent avec cette question. Que doivent-ils noter? Un jour, un patient nous a dit « Il faut un bac+10 pour remplir votre document ». Comment accompagner les patients dans la rédaction de leurs directives anticipées? Comment recueillir les directives anticipées? Quel support utiliser? La rédaction des directives anticipées peut prendre plusieurs formes, allant de la rédaction libre sur lettres manuscrites à un formulaire avec des items très techniques et précis à cocher. Doit-on laisser la page blanche au patient, lui donner des exemples de possibilités rédactionnelles ou des propositions plus ou moins techniques à cocher pour éviter des formules trop vagues et inexploitables par les soignants? Pourrait-on imaginer d'adapter le support en fonction des demandes et attentes de chaque patient? Indépendamment du support utilisé, la rédaction des directives anticipées reste souvent très complexe pour les patients. Qui peut accompagner les patients dans le parcours d'information et de rédaction des directives anticipées? Nous constatons que certains patients vont s'adresser plus volontiers pour ces questions à la secrétaire, d'autres aux aides-soignantes, d'autres aux infirmières et d'autres encore à l'oncologue. Des formations pour les différents membres de l'équipe sur ce sujet pourraient peut-être nous permettre de mieux accompagner les patients. Pourrait-on imaginer à l'hôpital, en dehors des informations que nous pouvons donner dans les services, un lieu d'accueil et d'information générale sur les directives anticipées? Et comment faire le lien avec le médecin traitant du patient? Bonjour, donc je suis Christelle Diop, psychologue en pneumologie, oncologie, hématologie et ambulatoire. Petite conclusion. L'espace éthique de la Fédération hospitalière française a publié un écrit intitulé « Avis sur les contraintes éthiques des directives anticipées contraignantes concernant une personne atteinte de maladie grave ». Pour les auteurs de cet avis, l'enjeu des directives anticipées n'est pas tant qu'elles soient écrites par tous, mais qu'elles constituent un outil de dialogue avec le patient. Pour eux, la problématique éthique est donc la suivante, je les cite. Le manque de temps, le manque de disponibilité, la non-reconnaissance et la non-valorisation effective de l'acte de communication comme un acte soignant à part entière ne risquent-ils pas de conduire à un dévoiement de l'outil potentiel que sont les directives anticipées, qui pourraient ne devenir alors qu'un formulaire de nature administrative, toujours proposé, mais de fait renseigné de façon inadéquate. Les membres du groupe thématique Directives anticipées de l'espace éthique Rhône-Alpes ont, eux, rédigé un travail intitulé « Les directives anticipées en pratique, guide conseil à l'usage des professionnels ». Noël Carlin, cadre de santé de l'équipe mobile de soins palliatifs du CHU de Grenoble, écrit en conclusion de ce travail. Anticiper apparaît souvent comme la meilleure voie pour réduire la complexité de l'avenir. Dans le désir de fixer le futur, nous pensons que demain pourra être comme nous l'avons décidé aujourd'hui. C'est faire néanmoins peu cas du non-savoir sur nous-mêmes, constamment en devenir, parfois profondément changé par la maladie. C'est oublier que l'inconnu, l'incertitude et l'avenir sont bien souvent inséparables. Plus loin, elle ajoute. Le monde de la santé est traversé par un effort constant de formalisation. Mise en procédure et protocoles, établissement d'arbres décisionnels, normalisation de l'information. L'objectif est celui d'une harmonisation des conduites, d'un équitable accès aux soins et aux informations, mais au prix d'une standardisation qui répond mal à l'éthique d'une relation au patient toujours singulière.
Il serait dommageable que les directives anticipées ne soient qu'un document de plus. Fin de la citation. Après ce petit détour par le CHU de Grenoble, revenons à l'hôpital d'Évreux. Si les lois, les recommandations, les protocoles sont élaborés pour clarifier, organiser les pratiques, n'existe-t-il pas un risque de protocoliser la rencontre au détriment de l'accueil de la singularité de chaque patient? Notre travail, s'il devenait très protocolisé, nous donnerait-il encore cette possibilité d'accueillir l'imprévisible, le plus singulier chez chacun, ce qui par définition reste hors protocole? Comment, à présent, penser la mise en œuvre des directives anticipées d'un point de vue éthique? Comment faire en sorte que l'essence de notre travail, même si nous convenons qu'il doit s'articuler dans le cadre de ce que prescrit la loi, reste avant tout fondée sur une éthique de la relation au patient? Comment faire en sorte que l'obligation d'informer le patient sur son droit à rédiger ces directives anticipées devienne une opportunité de rencontre avec le patient? La mise en œuvre des directives anticipées dans nos services, opportunité ou injonction? Donc nous sommes arrivés à la fin de notre présentation.